Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ces 5e rencontres de l'agriculture sous un format différent. Le contexte que nous connaissons ne nous permettant pas de nous réunir à Valence, c'est par les moyens modernes que nous allons tenir nos rencontres de l'agriculture. Je suis très heureux d'être accompagné aujourd'hui de Pierre Faure, notre nouveau directeur général, à qui je propose de vous dire un mot en introduction de cette rencontre. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux que ces rencontres de l'agriculture puissent se tenir malgré la Covid. J'en profite pour féliciter les équipes qui font des miracles en digital. C'est vrai que cette crise sanitaire insupportable par plein des aspects nous oblige à progresser. C'est le cas avec le digital, mais c'est le cas également en matière de circuits courts. C'est l'objet de ces rencontres. Merci Pierre. Donc je voudrais à mon tour saluer l'engagement de chacune et de chacun, vous qui vous êtes connectés, mais tous les participants qui ont joué le jeu d'être interviewés, d'être filmés sur leurs exploitations dans leur entreprise pour permettre la tenue de cet événement. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est valorisation de nos produits en circuit court. Les circuits courts existent depuis les années 2000, et donc ce n'est pas une découverte en soi, mais le Covid et les événements que nous connaissons depuis ces derniers mois ont certainement mis en lumière cette valorisation au plus près des zones de production des produits de consommation. Une récente enquête du CER France nous indique que la progression d'avril 2020 à avril 2019 est de l'ordre de 80% de la consommation en circuit court en augmentation, avec un prix moyen en augmentation de 10 €, avec une fréquentation en augmentation, donc une véritable tendance qui s'amplifie. Qu'en est-il sur le long terme? Qu'en est-il à l'échelle du territoire national? J'inviterai dans un instant Florence Doucet, en charge des filières à CASA, Crédit Agricole SA, de nous donner son éclairage sur ces tendances nationales. Et puis dans un deuxième temps, nous reviendrons au niveau régional pour aborder cette thématique des produits en circuit court autour de 4 grandes idées. C'est un produit local, un prix, comment cela s'articule, l'organisation d'une filière en amont, en aval, la définition d'une marque ou pas, est-ce que c'est une valeur ajoutée, et puis le circuit court pour ce qui est du plus court possible, c'est-à-dire la vente à la ferme ou la vente en magasin de producteurs, qu'en est-il exactement? Donc autant de sujets qui vont nous être éclairés, parce que l'objectif de ces rencontres, c'est de s'appuyer sur l'expérience, sur les initiatives de chacun, pour qu'ensemble, collectivement, nous puissions amplifier un certain nombre de sujets pour valoriser les circuits courts, pour valoriser les produits et tirer le meilleur enseignement des expériences. Donc nous y reviendrons tout à l'heure, mais je vais immédiatement passer la parole à Florence Doucet, Crédit Agricole SA, pour nous éclairer sur ces tendances nationales. Bonjour à tous. Les circuits courts ont toujours existé. Ce sont les circuits longs qui se sont développés au siècle dernier avec l'urbanisation, le développement de la grande distribution et l'accélération des échanges internationaux. Et cela a induit une perte de quelques repères, comme par exemple la saisonnalité, l'origine des produits et les modes de production. C'est depuis le début des années 2000 qu'on constate un essor des ventes en circuit court, porté par la demande de consommateurs en quête de sens et de repères. Ces consommateurs recherchent la qualité et la fraîcheur, le juste prix, mais ils ont également des motivations environnementales et éthiques. Cette tendance a été encouragée par les pouvoirs publics avec un certain nombre de textes dont les plus récents sont la loi Egalim et le plan de relance de 2020. Elle est également très visible dans les grandes surfaces qui mettent en valeur dès qu'elles peuvent les produits locaux et les producteurs du territoire. Le ministre de l'Agriculture vient d'ailleurs d'annoncer le lancement d'une bannière pour mettre en avant les produits frais et locaux. Ces circuits courts correspondent à l'intérêt des producteurs puisque ça peut leur permettre de sécuriser leur modèle économique
Ils correspondent également à celui des consommateurs, on en a déjà parlé, et ils correspondent à l'intérêt des territoires puisqu'ils génèrent des emplois locaux et du lien social. Ils peuvent donc être un levier pour l'évolution de notre système alimentaire vers plus de durabilité. Nous allons tenter de définir les contours de ce qu'on appelle circuit court. Alors, il s'agit d'une réalité multiple et difficile à quantifier. Le ministère en donne une définition que je vais vous lire. Mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il y ait un seul intermédiaire. L'ADEME élargit le champ en ajoutant un deuxième critère qui est celui de la distance raisonnable entre le lieu de production et le lieu de commercialisation. Ça tient compte donc, bien entendu, des conditions locales, produits et lieux de consommation. Quand on est en grande agglomération ou plus proche des lieux de production, c'est différent. Et donc l'ADEME estime que cette distance raisonnable peut être comprise entre 30 et 100 km. On va alors parler de circuit de proximité. En circuit court et de proximité, on peut avoir plusieurs modes de commercialisation, essentiellement la vente directe qui peut s'effectuer à la ferme, sur les marchés, dans des magasins de producteurs, par le biais d'AMAP ou sur Internet avec des modalités diverses. Quant à la vente indirecte, elle consiste en une vente à un commerçant, qui peut être la grande distribution, à un restaurateur, à une cantine scolaire, à un transformateur. Alors j'ai quelques chiffres qui sont forcément incomplets et contestables vu la variété des situations, je vous les donne quand même. 6 à 7% des achats alimentaires pour l'ADEME, 107 000 exploitations en 2016, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. Il s'agit bien sûr de ventes totales ou partielles en circuit court. Et selon une enquête de l'INRAE, qui date de 2018-2019, 50% des Français effectuent des achats réguliers en circuit court et 76% d'entre eux déclarent acheter des produits locaux au moins une fois par mois. Donc, il s'agit donc d'une tendance de fond portée par les attentes sociétales et que la crise du Covid a mis en lumière. Quelles pourraient être les perspectives à moyen terme? Alors, les perspectives. Nous avons des attentes sociétales qui demeurent, mais des réalités à ne pas oublier. Les attentes sociétales, et notamment celles qui ont fait croître les circuits courts, s'amplifient dans l'ensemble de la société, y compris chez les consommateurs à revenus modérés. C'est une vraie tendance de fond. C'est donc une opportunité pour les producteurs, mais comme toutes les diversifications, ça ne s'improvise pas. Vendre en circuit court, que ce soit total ou partiel, nécessite un projet de vie, un projet d'entreprise qu'il faut préparer dans tous leurs aspects. En effet, la vente en circuit court ou en circuit de proximité nécessite un contact direct avec les clients, la gestion de personnel de vente, éventuellement la gestion d'un atelier de transformation et une préparation en amont, je pense en particulier à la gouvernance des magasins de producteurs. Donc Florence, nous percevons les tendances de fond sur les circuits courts, mais n'y a-t-il pas pour autant des réserves? Il y a des éléments négatifs dans le paysage. Et le premier de ces éléments négatifs, c'est que nous sommes entrés dans une crise majeure, avec ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Les autres éléments négatifs non négligeables sont plus anciens. Je citerai l'individualisation des repas et la perte de culture culinaire. Sur tous ces éléments négatifs, qui sont négatifs pour les produits frais en général et pour les circuits courts en particulier, les collectivités locales peuvent jouer un rôle correcteur via les cantines scolaires ou les épiceries solidaires par exemple, pour expliquer les produits locaux et leur utilisation. Je voudrais d'ailleurs terminer sur cette importance de l'action des collectivités pour inclure la production du territoire dans le système alimentaire. Il est essentiel que cette évolution favorable au circuit court dépasse durablement la sphère des consommateurs aisés qui ont du temps. Car les circuits courts, en plus des bénéfices déjà cités et qui devraient pouvoir bénéficier au plus grand nombre, sont aussi une opportunité pour renouer le dialogue et les échanges entre les agriculteurs et les consommateurs, urbains ou non, et par conséquent pour confirmer ou restaurer la confiance dans l'alimentation et dans ceux qui la font. Je vous remercie. Merci Florence pour cet éclairage national qui nous montre qu'il y a des tendances de fond durables
mais que des travaux sont certainement à mener sur l'organisation des circuits courts, la logistique, la création de valeur, et que nous devons tenir compte du pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui nous amène directement à la question du prix. Local veut parfois dire plus cher. Est-ce que le prix est un sujet d'arbitrage ou est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher pour des produits de proximité et de qualité? Donc je vais passer la parole à Philippe Douard, qui est directeur du Super U d'Alissas en Ardèche et de Romande dans la Drôme, pour nous éclairer sur ce sujet. Issu d'une famille de commerçants depuis 5 générations, nous avons intégré le monde de la grande distribution en 1981. Jusqu'à janvier 2017, date à laquelle nous avons racheté l'Hyper-U de Romans-sur-Isère, nous exploitions le point de vente d'Alissas en Ardèche. Alors dans notre famille, il nous tient à cœur de proposer les produits locaux et sains à nos clients. Pour cela, nous prenons plaisir à travailler avec de nombreux producteurs autour de nos magasins. Souvent, ils deviennent même des amis. Notre Super U d'Alissas consacre tout un rayon aux produits bio d'Ardèche. La démarche bio et les circuits courts trouvent un écho grandissant auprès de nos consommateurs. L'idée, en fait, est d'offrir une vitrine à ces produits de qualité. C'est une approche inédite et appréciée de nos clients. Nous mettons également l'accent sur les confections maison. Ainsi, nos professionnels des métiers de bouche confectionnent sur place de nombreuses recettes, telles que du saumon fumé, du saucisson ou encore une large gamme de pâtes, toutes faites à 100% dans nos ateliers. Nous allons même jusqu'à faire nos propres glaces maison. Alors au niveau de nos 2 magasins, on sent qu'il y a une vraie attente des consommateurs pour du local. Tout l'enjeu pour nous a été de concilier pouvoir d'achat et consommation locale à magasin. Par exemple, nous avons pris l'engagement de vendre 6 fruits et légumes à prix coûtant pour aider les producteurs locaux à écouler leur production jusqu'à la fin de l'année. Et, fort de nos partenariats locaux, depuis près de 40 ans pour les plus anciens, nous avons développé ce nombre de partenariats de 120 à près de 200 sur la période du confinement, en tendant la main aux producteurs qui en avaient besoin. Nous continuons d'ailleurs toujours aujourd'hui à travailler avec tous ceux qui le souhaitent. Il me semble important de souligner que les prix des produits locaux soient plus élevés de 20 à 25% par rapport aux produits industriels ou aux produits étrangers. Malgré ça, nous observons que les clients les plébiscitent en favorisant la qualité des matières premières du circuit court et la valeur gustative. Merci Philippe. Je vais maintenant donner la parole à Christophe Guèze, dirigeant des Salaisons Guèze, pour nous parler du sujet de l'approvisionnement et de la définition du prix. La société Guèze que je préside est née en 1933 à l'initiative de mon grand-père, Julien et Jeanne Guèze, mes grands-parents, et Raymond et André Guèze, mes parents. Avec mon épouse Sylvie, on a repris la société en 91. C'est un magasin qui avait à l'époque 4 personnes. Aujourd'hui, c'est une PME de 132 personnes qui est spécialisée dans la charcuterie et qui a 4 sites de production, un dans le Vaucluse, 2 en Ardèche et un en Haute-Savoie. Nous sommes spécialisés bien sûr dans le monde agroalimentaire et particulièrement dans la charcuterie où nous produisons des produits pour toutes les gammes, que ce soit le très très haut de gamme, les étoilés, la GMS, le commerce traditionnel, la collectivité. Nous sommes présents sur tous les secteurs. Cette société s'est développée sur des produits régionaux, donc bien sûr pour avoir des bons produits régionaux, il faut avoir aussi des approvisionnements régionaux de qualité, chose qu'on a bataillé à trouver, à mettre en place, et puis au fil de l'eau, sur les 30 années qu'on a eues, on a réussi à mettre tout ça en place. Nous, les produits de région, les produits de circuit court sont... c'est pas une lame de fond chez nous, c'est une réalité depuis tout le temps. Alors au début, ça a été compliqué de trouver des cochons, des légumes pour faire nos produits. Et puis petit à petit, on a réussi à fédérer autour de nous des personnes qui ont réussi à nous amener la qualité qu'on voulait. C'était une qualité qui était compliquée à trouver parce qu'on l'avait perdue. On l'avait perdue dans la loi de décentralisation agricole de 70 et après, c'était compliqué de remettre tout ça en place.
Donc nous, ce n'est pas c'est pas une mode, c'est une lame de fond. À partir de là, nous avons même en 2011 remis au goût du jour une race de porc, le Mangalisa, qui est un porc que j'ai ramené de Hongrie et qui aujourd'hui régale les plus belles tables de France et du monde. Et là, je pense que dès qu'on commence à aller sur ces produits-là, sur des produits régionaux, il n'y a plus réellement de prix, il y a une qualité que le consommateur veut, et le consommateur actuel est très très exigeant avec ça, il ne faut pas le tricher. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, les contrôles sont faits avec les IGP, les AOP, tout ça, donc tant mieux. Tant mieux qu'il soit exigeant parce que tout ça nous ramène sur une qualité. Par contre, bien sûr, on retrouve des difficultés concernant les outils de transformation, entre autres, nous, les abattoirs, puisque en proximité, aujourd'hui, sur un abattoir industriel, il nous manque des chaînons dans notre chaîne, puisqu'on a réussi à avoir les éleveurs, mais nous n'avons plus, par exemple, des abattoirs. Il faut savoir que sur les abattoirs industriels, le plus au sud de la France aujourd'hui se situe à Bourg-en-Bresse, ce qui est quand même très compliqué pour nos éleveurs ou nos éleveuses qui élèvent des cochons de façon très naturelle, en semi-liberté, et d'un seul coup, il faut amener ces animaux-là. Voilà, pour nous, les circuits courts, c'est tout ça, c'est notre quotidien. On vit ça depuis, moi en tout cas, depuis 1991. On le vit plutôt bien. On n'a pas de problème avec les gens qui nous ont fait confiance, car nous aussi on leur a fait confiance. Je crois que ça repose surtout sur ça, pour pouvoir avoir aussi la confiance de nos consommateurs, de nos nouveaux consommateurs. Et je crois que, comme je disais, ce n'est pas une lame de fond, mais c'est une réalité des années qui arrivent. Merci Christophe d'avoir rappelé également que ce sujet n'était pas un effet de mode, mais véritablement une lame de fond. De nous avoir rappelé la compatibilité entre la qualité d'un produit et le prix, puis d'avoir ouvert aussi le sujet de la transformation, mais nous y reviendrons dans une deuxième partie de la soirée. Pour l'instant, je souhaite proposer à Christophe Pelletier, le directeur général de Val-Soleil, la coopérative, de nous parler de la production et de la valeur, la notion de production et de prix, comment il traite ça au niveau de la coopérative. Val-Soleil est une coopérative agricole. À ce titre, et comme sa désignation l'indique, c'est un véritable groupement de producteurs liés par un même territoire, et cette coopérative est en charge de les aider à valoriser leur travail sur ce territoire. Ce sont eux qui sont patrons, ils définissent en commun les objectifs qu'ils assignent à leur coopérative. Ils mutualisent les coûts, ils fixent les règles de remontée des revenus au niveau de leurs exploitations. Donc en fait, avant même la loi Egalim, le statut de la coopérative garantit aux producteurs le maximum de revenus et la transparence. La loi Egalim met aussi en évidence la nouvelle attente de la société en termes d'alimentation, c'est-à-dire mieux, local et durable. C'est une réelle opportunité pour nos producteurs. C'est un nouveau marché qui s'ouvre à côté de la GMS, des grossistes et de l'export, et des circuits de proximité, ce qu'on appelle les circuits courts, mais j'appellerais plutôt circuits de proximité. Parce que ce nouveau marché que je pressens, je l'appellerais le circuit court pour consommation locale de masse, qui englobe effectivement principalement la RHF que vise la loi Egalim. Ce nouveau marché, je le distingue du précédent circuit de proximité, qui lui s'adresse davantage aux consommateurs individuels, parce qu'il ne répond pas aux mêmes impératifs. Ce nouveau marché doit répondre à un impératif économique, c'est-à-dire rendre le prix abordable pour le consommateur tout en préservant le revenu du producteur. Cela ne peut pas se faire sans maîtrise des coûts intermédiaires, et ça, c'est dans les gènes d'une coopérative qui est par définition le plus grand des circuits courts, donc de maîtriser ses coûts. Merci M. Pelletier pour ce témoignage. Nous voyons que pour atteindre la restauration collective, nous avons besoin d'une organisation de la filière. Cela nous amène à notre deuxième thème,
pour aborder la problématique de l'organisation des filières et de leur structuration. Et pour cela, j'accueille Madame Zorghi, qui est responsable des achats à l'entreprise Saint-Jean et qui va nous faire part de son expérience d'approvisionnement local. Mais avant d'écouter son témoignage, je vous invite à visionner un petit film. Nous sommes ici en train de récolter une parcelle de persil frisé pour Saint-Jean. Le persil frisé a comme particularité, c'est que ce sont des toutes petites graines, comme l'ensemble des plantes aromatiques. Ça nécessite des préparations de sol très fines. Tout au long de la pousse, le persil est arrosé évidemment. Et quelques semaines avant la récolte, vous avez des équipes qui passent pour arracher l'herbe manuellement. Pour récolter le persil frisé, on utilise une récolteuse classique. En gros, la plante est seulement sectionnée. Donc c'est coupé et c'est acheminé dans la demi-heure à l'usine, puis transformé également dans la demi-heure pour préserver la qualité de la plante. La tige est envoyée sur une plateforme de compostage et va servir après chez des agriculteurs pour être épandue sur les parcelles. Et après, nous, on commercialise la feuille. Bonjour, Saint-Jean est une entreprise du territoire spécialisée dans des produits locaux et régionaux. Notamment, nous fabriquons des ravioles et des quenelles, mais aussi des pâtes et des plats traiteurs à base de nos ravioles. Depuis 2003, nous tentons de relocaliser nos achats de matières premières dans la région et d'un point de vue local quand c'est possible et quand les besoins en quantité nous le permettent. C'est ce que nous avons entrepris dernièrement avec l'achat de persil de la Drôme. Cela a été un travail de plusieurs années avec notre fournisseur transformateur, puisque nous ne pouvons pas acheter en fait directement le persil auprès des producteurs, puisque nous avons besoin d'une première transformation, c'est-à-dire nous avons besoin que le persil soit lavé, bien nettoyé, trié, découpé pour l'utiliser ensuite dans nos fabrications. Cette volonté de relocaliser les matières premières au plus près est un travail que nous allons continuer dans les prochaines années. Nous avons d'ailleurs dernièrement investi dans l'œuf local et en général, en fait, il s'agit de contrats plutôt avec nos fournisseurs et producteurs, des contrats plutôt tripartites que directement avec les producteurs. Merci Madame Zorghi, votre témoignage très intéressant et nous montre l'intérêt de ces échanges pour aborder le sujet de la dynamique de la production, de la transformation et de la distribution qui sont essentiels pour valoriser ces produits. Tout à l'heure, Monsieur Pelletier, vous avez abordé le sujet de l'organisation des filières. Pouvez-vous revenir sur cette intervention de manière plus précise? Oui, effectivement, les filières, c'est indispensable. Répondre aux attentes de la loi Egalim ne peut pas se faire sans une organisation de marché durable. Et pour être durable, un marché doit garantir aux consommateurs le bon produit, au bon endroit, au bon moment et au bon prix. Répondre à un tel défi ne peut pas se faire en se reposant sur un amalgame d'initiatives individuelles. Nous ne pouvons pas livrer des produits bruts à la restauration collective. La première transformation est impérative. Plus personne n'est équipé pour traiter des produits qu'il va falloir laver, éplucher et autres. Il y a toute une filière locale à créer. Il va falloir assurer un volume de production à livrer avec un calendrier de production. La restauration hors foyer ne peut pas se permettre de n'avoir que quelques quantités en fonction des aléas climatiques. D'ailleurs, il va falloir penser à se protéger des aléas climatiques, des aléas sanitaires, et il faut aussi avoir des outils de transformation performants. Cela peut générer des investissements importants en protection des cultures, en réseau d'irrigation, en robotisation et en toute autre initiative industrielle qui s'avérerait nécessaire. Il faut pour cela donc recenser les outils existants, identifier les maillons manquants et définir les processus de production, les cahiers des charges en partenariat avec les utilisateurs, la restauration collective.
C'est en cela que le renforcement de l'organisation de filière est incontournable. Merci Monsieur Pelletier, c'était très clair et on voit bien tout l'enjeu de cette organisation de filière. Je me tourne maintenant vers Cyril Hugues, qui est en train, sur son territoire de Montélimar, de créer une filière de transformation. Pouvez-vous, Cyril, nous en dire un peu plus? Oui, bonjour. Donc, je me présente Cyril Hugues. Donc, je suis exploitant agricole sur une exploitation familiale. Nous produisons donc depuis quelques années des amandes. Nous avons mis en place un atelier de 9 hectares de production d'amandes. Donc, aujourd'hui, l'amande nécessite une première transformation qui est le montage et le triage. Aujourd'hui, nous la faisons faire en Espagne, parce qu'en France, on n'a pas trouvé d'unité qui puisse accueillir nos amandes de façon correcte. Donc, du coup, ces amandes partent en Espagne et elles reviennent, mais avec des délais un peu longs. Et nous, ça nous pose aujourd'hui un problème au niveau commercial. Donc, du coup, avec une dizaine de producteurs qui sont dans le même cas que nous avons essayé de nous regrouper pour réfléchir à un projet de monter notre propre casserie. Donc, après presque un an de réflexion, d'études, nous en sommes arrivés à la conclusion de dire, nous allons faire cet investissement. Donc, nous allons investir 700 000 € à la fois dans un bâtiment et dans du matériel de cassage. Aujourd'hui, c'est le dernier maillon de la chaîne qui nous manquait pour revendiquer un produit 100% local, une traçabilité parfaite. Donc voilà, nous nous lançons. L'outil devrait être opérationnel à l'automne 2021 pour la récolte donc 2021. Ça nous permettrait aussi de pouvoir répondre et puis à un marché qui pour nous est plus que local, puisque de notre casserie, nous avons la ville de Montélimar et les producteurs de nougat qui sont de très gros consommateurs d'amandes. Donc voilà, on espère dans les années à venir pouvoir nouer des partenariats avec ces confectionneurs de nougat pour développer nos exploitations et nos ateliers de production d'amandes. Merci Cyril. On voit qu'il est possible de créer de zéro cette filière à partir de la qualité de nos entreprises, de nos produits. Nous pouvons créer de l'emploi également, mais nous avons des écueils aussi importants sur le plan sanitaire et réglementaire. Donc il est important d'aborder tous ces sujets. Il a été aussi abordé le sujet de la marque qui nous ouvre ce troisième thème de l'intérêt d'une marque pour un produit et pour un territoire. Et donc Cyril, vous êtes en réflexion sur la création d'une marque pour les amandes. Où en êtes-vous à cet instant de cette démarche? Oui, donc effectivement, nous réfléchissons à la création d'une marque. Aujourd'hui, nous pourrons, avec cet outil de transformation, dénommer une production 100% locale, et nous souhaitions peut-être la valoriser par la création de cette marque qui nous permettrait de développer des marchés locaux, notamment puisqu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nougat qui est à nos portes. Ça nous permettrait aussi derrière de réfléchir peut-être à un regroupement au niveau commercial, puisqu'aujourd'hui nous cassons ensemble, mais chacun commercialise individuellement. Mais on se rend compte que l'individualité, elle a ses limites, notamment pour la pérennité de nos clients. Cette année, on a l'exemple d'un de nos producteurs qui a gelé à 90% et qui a bien du mal à fournir ses clients. Donc du coup, nous, on va essayer d'y pallier, mais on se dit que peut-être avoir une structure avec une marque globale qui permettrait de gérer tout cela, nous permettrait de signer des contrats peut-être sur de la durée aussi, plus que du coup par coup. Nous avons sur notre territoire l'expérience de la marque Alpizer, en place depuis 2 ans. Je vous propose de visionner un petit film qui nous parle de ce projet. On a des richesses au niveau agricole, on a les producteurs, on a les transformateurs, on a des produits de qualité. On va citer la chartreuse, la noix de Grenoble, le bleu de Sassenage-Vercors, le Saint-Marcellin. On a des produits dauphinois qui doivent tirer l'ensemble de la production. L'important, c'est de structurer ces filières agricoles, agroalimentaires, autour du pôle agroalimentaire.
c'est ça l'objet, et de faire en sorte qu'avec la marque que nous développons, on ait une garantie de l'origine des produits, on ait une garantie de la qualité des produits, mais aussi et surtout qu'on ait la garantie qu'il s'agit d'une marque équitable dans laquelle chaque acteur vit de son travail, et particulièrement l'agriculteur. Madame Rebuffet, vous êtes éleveuse de bovins, lait et viande, très impliquée dans la création de la marque Alpes Isère. Pouvez-vous nous dire le contexte de la création de cette marque et en quoi cela vous implique? Donc en 2007, suite à la crise de la filière viande et lait, nous avons décidé de travailler avec le département de l'Isère sur une marque départementale pour relocaliser la vente des produits agricoles isérois. Donc on est parti de l'idée qu'il fallait vendre les produits de l'Isère en Isère, et la marque Alpes Isère a été créée à ce moment-là. Donc l'ambition de la profession agricole est d'augmenter le chiffre d'affaires de la production agricole de 10% en la valorisant dans des filières territoriales. Dans un département où il y a peu de production sous appellation, la marque est un outil important de différenciation pour les producteurs, et ceci afin que les consommateurs puissent identifier les produits. Donc la marque Isère se veut être un repère pour les consommateurs à la recherche de produits locaux, équitables et de qualité. Donc pour réaliser cette ambition, nous avions deux leviers: développer la présence et la visibilité des produits Isère en rayon des magasins, et développer la notoriété et l'image de la marque. Nous nous sommes employés depuis 2 ans à actionner ce levier en favorisant les référencements des produits, donc plus de 150 mises en relation effectuées directement lors de rendez-vous commerciaux ou via une nouvelle plateforme de mise en relation lancée au printemps, en favorisant la présence et la visibilité des produits en rayon. Depuis l'été dernier, nous travaillons avec la société Idal, spécialisée dans le commerce de terrain, qui nous met en avant les produits en magasin, pose la PLV et propose des animations. En développant la notoriété et l'image de la marque, donc présence dans chaque Isère Mag, c'est notre bulletin isérois du conseil départemental, une campagne à Brégus, participation à de nombreux événements départementaux comme Beau Croissant, le Tour de France, la descente des alpages, différents marchés. Donc, les résultats en termes de vente pour les agréés sont difficiles à mesurer, qu'ils soient positifs. Suite à une enquête que nous avons faite cet été, 4 agréés sur 5 sont satisfaits de la marque. Donc nous sommes assez contents quand même du résultat. En 2021, nous irons encore plus loin sur les aspects commerciaux et de communication. Donc le prix est un sujet sensible en Isère, encore plus que dans les autres départements de France. En effet, le prix de revient des productions agricoles sont en général plus élevés chez nous qu'ailleurs. C'est tout simplement dû au fait que les conditions de production sont plus difficiles, notamment en raison du relief, mais aussi que nos exploitations sont de petite taille. Donc nous avons dû convaincre les agriculteurs de rentrer dans la démarche. Pour ce faire, il fallait proposer une juste rémunération aux producteurs, mais avec un prix acceptable par les consommateurs. Le prix de revient plus élevé est le prix à payer pour garantir une production de qualité, respectueuse des hommes, des animaux et de l'environnement. Donc nous avons mis en place un cahier des charges dans lequel le transformateur qui demande l'agrément d'un produit doit fournir une attestation de juste prix signée par le producteur. Quand le produit est présenté par un producteur, le prix est considéré comme juste d'emblée. Donc aujourd'hui, les bouchers et les GMS du département commercialisent la viande de l'Isère sous la marque Alpes Isère, fondée sur 3 piliers: l'origine, la qualité et l'équité. Madame Rebuffet, vous avez abordé le sujet de la confiance des consommateurs au travers de la production en local, en circuit court, qui est une garantie supplémentaire de la qualité des produits, ce qui nous amène à notre 4e thème, la vente à la ferme ou en magasin de producteurs.
Pour introduire ce sujet de la vente directe, je vous propose de visionner une vidéo de Bienvenue à la ferme. J'ai décidé d'intégrer le réseau Bienvenue à la ferme il y a maintenant, ça fait une bonne année. Pourquoi ce choix? Parce que ça permet d'avoir une visibilité auprès du client, puisqu'on est quand même dans des milieux reculés et sans ça, sans se faire connaître, ça passe par là, pour que les gens connaissent nos produits et qu'ils aient confiance en nos produits. Et grâce au réseau Bienvenue à la ferme qui commence à être répandu notamment en Rhône-Alpes, on arrive à avoir cette visibilité. Les gens ont confiance à Bienvenue à la ferme puisqu'il y a au préalable une visite pour qu'on puisse, avec un cahier des charges à respecter. Et nous, ça nous permet aussi de développer nos ventes avec cette collaboration avec Bienvenue à la ferme qui va faire de la communication, des mises en place sur Internet, dans des journaux. Et c'est plein de choses que nous, en tant qu'agriculteurs, c'est compliqué de tout faire. Et on est bien content qu'ils soient là pour nous aider sur cette partie-là parce qu'il faut élever, vendre et faire plusieurs choses en même temps. C'est compliqué de trouver des fronts et de savoir bien faire tout parce qu'on ne sait pas tout faire. Madame Rebuffet, vous adhérez à Bienvenue à la ferme, vous faites de la vente directe. Comment cette vente directe se passe en cette période de Covid? La vente directe a connu un fort engouement des consommateurs pendant le confinement du printemps. Cela permettait certainement aux consommateurs de se faire plaisir avec de bons produits tout en se rassurant sur l'origine et la qualité dans une période particulièrement. Dans les magasins de producteurs, les ventes ont aussi doublé sur avril. Après le temps, les ventes ont un peu tassé et nous sommes revenus à une situation proche du pré-confinement. Cet automne, nous avons constaté que nous avions fidélisé nos clients. À la fin, la demande a aussi augmenté, mais la production était limitée par le nombre présent d'exploitation. Nous avons eu une augmentation de 20% de nouveaux clients à peu près. Plusieurs enquêtes d'opinion montrent que cette crise interroge en profondeur sur les consommateurs et dans leur manière de consommer, l'impact que leurs achats ont sur l'environnement et leur santé. Nous sommes peut-être en train de vivre un tournant important dans les comportements d'achat alimentaire. Merci Madame Rebuffet. Je me tourne maintenant vers Cyril Hugues pour savoir s'il a eu la même affluence de fréquentation lors de ce dernier confinement. Lors du confinement, on constatait un doublement immédiat de la fréquentation, mais aussi une hausse du panier moyen. Pour gérer cette influence, nous, on a mis en place un drive, on a mis en place des livraisons pour notre clientèle la plus fragile, et ça nous a permis aussi de limiter l'affluence dans le magasin, de pouvoir respecter toutes les mesures liées au Covid-19. Nous avons conservé une grande partie de cette clientèle, je dirais au moins 50%. Alors je pense que c'est dû au fait que dans notre magasin, on n'a pas qu'un seul produit et qu'on a toute la gamme de produits alimentaires dont un ménage a besoin. Donc ce qui nous permet, nous, de maintenir et de fidéliser on s'est aperçu aussi de la crise du Covid que les gens se sont concentrés vraiment sur le local, puisqu'avant on était sur du produit, les gens voulaient du produit français, pas étranger. Aujourd'hui, on est sur du produit local, voire drômois, plutôt que du produit français. Merci Cyril. À cet égard, je souhaiterais qu'on parle d'une initiative ardéchoise qui prend l'ensemble de la filière, de la production à l'approvisionnement et à la distribution, au travers de la SIC d'Ardèche et de Saison. J'invite Jean-Luc Flogère à nous présenter cette démarche. Oui, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, en 2012, a lancé une réflexion sur la mise en marché des produits agricoles et agroalimentaires en Ardèche. Il se trouve que l'Ardèche a une palette de produits très très importante. Les agriculteurs sont de très très bons producteurs, mais pas forcément de bons commerçants. On a un souci de mise en marché. Dans cette réflexion, on s'est rendu compte aussi que les consommateurs étaient en attente très très forte de produits de qualité, certes, c'est normal, mais de produits de proximité. Alors, nous avons mis en place une structure, une plateforme, qui est une interface entre producteurs et consommateurs.
permettre aux consommateurs ardéchois et à tous ceux qui transitent en Ardèche de s'approvisionner et permettre aux producteurs de trouver des débouchés. Toutes les semaines, actuellement, toutes les semaines, nous proposons entre 400 et 450 produits différents, 400 à 450 références, sur 3 types de marchés identifiés que nous avons maintenant un petit peu travaillé. C'est le marché de la restauration collective, le marché de la restauration traditionnelle, les restaurants habituels, et le grand public. DADS, c'est une double promesse. D'Ardèche et de saison, c'est une double promesse. D'Ardèche, garantie de l'origine, proximité comme socle fondateur. Et de saison, c'est bien sûr respecter le cycle des saisons. Pendant toutes les semaines, on est là avec des produits de saison. On a de plus en plus d'abord, on fournit la liste des produits, on prend les contacts avec les clients, on livre, et puis, bien sûr, on facture. C'est bien sûr toujours l'agriculteur qui fixe le prix. Si vous voulez que je résume, c'est qualité, fraîcheur, service, origine garantie. Et ça nous permet à tous de consommer l'Ardèche, parce que consommer l'Ardèche, c'est notre choix. Voilà, nous venons en peu de temps d'aborder beaucoup de sujets de valorisation de nos productions et des produits de nos territoires. Jean-Pierre Royanet, président de la Chambre d'agriculture de la Drôme, pouvez-vous nous en faire une synthèse? Donc les échanges sont très riches et on se rend compte que c'est un sujet de fond. Une partie des consommateurs est à la recherche de produits de qualité, des produits locaux, et prête à effectuer une part plus importante de son budget à l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est réapparu, et il faut qu'on sache s'en saisir. Donc, nous, le monde agricole, il faut qu'on continue à notre adaptation, qu'on évolue dans notre distribution en circuit court. Et pour ça, il faut qu'on ait une offre plus globale sur des magasins, sur des drives, sur des marchés. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus l'offre est globale et plus on arrivera à fidéliser des consommateurs et de pouvoir vraiment arriver à prendre des parts de marché. Donc, il faut également qu'on arrive à fixer un prix juste et acceptable par tous. Il faut que ce prix-là, c'est vrai qu'il y a toute une population qui voudrait pouvoir se payer des produits de qualité, ainsi de suite, mais il y a un budget qui est là et il faut arriver à faire avec. Donc, ce prix acceptable, ce prix juste par tous, c'est important. Et puis aussi, on bute aussi sur des outils, des fois, de première transformation, parce que souvent, les produits, ils sont sur une courte période. Si on parle en fruits, surtout, légumes, ça s'étale un peu plus. Bon, les viandes, c'est plus régulier. Mais sur les fruits, on est souvent sur des courtes périodes et on a besoin de regarder sur de la première transformation pour comment leur offrir plus longtemps ces produits-là. Donc, par rapport à l'agroalimentaire, c'est vrai qu'on a une organisation, qu'on a besoin d'avoir une meilleure connaissance entre nous pour quand même pouvoir arriver à fournir un peu l'agroalimentaire. Souvent, ils sont à côté de chez nous, ces entreprises, et on n'a pas de contractualisation, on n'a pas de relation pour voir comment on pourrait leur produire ce qu'ils ont besoin avec les volumes qu'ils ont besoin sur les qualités plutôt que d'aller les importer ailleurs. Et ça, c'est vrai que ce soit des agriculteurs en se fédérant, seuls ou par le biais des outils économiques des coopératives, on doit pouvoir y arriver. Ce qui nous manque également dans tout ce qui est cette distribution, ces produits, c'est des fois des nouvelles filières. Et notre rôle, nous, à la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner les agriculteurs pour les aider à mettre en place leur stratégie de commercialisation, travailler sur la structuration des filières, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont demandés, qui ne sont pas disponibles ou pas assez en quantité. On doit pouvoir structurer ça, organiser ça pour pouvoir être beaucoup plus solide, beaucoup plus présent et pour fidéliser beaucoup plus de monde, mais de prendre une part, ce coup-ci, importante de la distribution et c'est vraiment notre objectif. Merci Jean-Pierre pour ces quelques mots de synthèse. Au fil des échanges, nous avons souvent abordé le sujet des investissements nécessaires pour améliorer tant la production, la transformation que la distribution de nos produits. En tant que banquier, le Crédit Agricole, qui accompagne depuis toujours les mutations de l'agriculture, doit être présent aux côtés de ces transformations et assurer l'accompagnement.
comment, Pierre Faure, notre directeur général, vous pouvez nous éclairer sur le rôle qu'entend jouer la Caisse Sud-Rhône-Alpes sur ces nouveaux défis? On l'a vu au travers de ces témoignages à la fois passionnés et passionnants, hein, qu'il y a différents modèles à trouver, à organiser, à mettre en œuvre, à financer. Et tu disais, Jean-Pierre, on est le premier financeur de notre territoire, donc nous avons un rôle à jouer pour accompagner ces mutations, clairement. Ces circuits courts, ils recouvrent à la fois de nouvelles structures, des exploitations qui vendent à la ferme, des regroupements d'outils de transformation, ça touche les coopératives, les entreprises agroalimentaires, la distribution. Eh bien, nous sommes présents aux côtés de toutes ces structures. Nos conseillers sont là, y compris d'ailleurs en cette période de confinement, pour les accompagner dans la mise en œuvre de ces transformations. Notre raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, ce n'est pas un vain mot, c'est ce qui guide vraiment notre action. Et nous considérons que nous avons un rôle majeur en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Donc tout ce qui va concourir à réduire les transports, les émissions de CO2, à mieux valoriser finalement chacun dans la chaîne entre producteurs et distributeurs, eh bien nous les soutiendrons, ces projets qui sont importants. En 2019, nous avions accordé 175 millions d'euros de financement à l'agriculture et à l'agroalimentaire. En 2020, nous avons continué, mais nous développons également des solutions innovantes sur Internet et en matière de monétique pour justement accompagner celles et ceux qui veulent être davantage présents sur Internet. Au cours du premier confinement, nous avions mis en œuvre une plateforme, une place de marché. J'aime mon producteur local Baïséa. Cette plateforme, elle est ouverte à tous, commerçants, producteurs qui souhaitent valoriser sur Internet leur production, aller à la recherche de nouveaux consommateurs et nous sommes heureux de leur permettre avec cette plateforme sur laquelle il n'y a pas de commission à la différence d'autres plateformes étrangères existantes. Voilà, Président, on est présent aux côtés de nos clients, à la fois avec des dispositifs individuels, mais également collectifs, dans l'espoir de développer davantage ces circuits courts. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, la Caisse régionale, qui a toujours su, de par sa vocation du financement de l'agriculture, accompagner les nouveaux défis, est aussi au rendez-vous de ces nouveaux défis de la valorisation des circuits courts, avec les nouveaux canaux de distribution. Donc je suis très serein sur la manière dont nous pouvons collectivement répondre à ces défis. En conclusion, je voudrais peut-être vous demander de l'indulgence sur la manière dont nous avons pu gérer cet événement qui effectivement se déroule dans des conditions particulières, à la fois pour vous mais pour nous aussi. Nous aurions largement préféré être en direct avec vous à Valence et partager un moment convivial. D'abord, la fluidité des échanges en aurait été que meilleure, mais la situation est ainsi. Nous ne devons pas nous arrêter, nous devons construire ensemble les conditions pour réussir et avancer, faire vivre notre agriculture, valoriser nos produits et servir au mieux nos clients, nos territoires. C'est la mission du Crédit Agricole également, aux côtés de l'ensemble des acteurs, parce que je le redis, l'objectif de ces rencontres, c'est de travailler collectivement, chacun dans nos domaines de compétences, additionner nos expertises pour répondre à des besoins et remplir nos missions respectives. Donc voilà, merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Soyons prudents et bonne fête de fin d'année avec des bons produits régionaux.